Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal du mercredi 31 janvier. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Jusqu'à 32 degrés Celsius dans certaines salles de classe. En cette saison chaude, le personnel enseignant et les élèves ne sont pas tous logés à la même enseigne. La climatisation est un sujet central pour avoir de bonnes conditions d'apprentissage. Vous allez voir la différence dans un instant. Saison chaude rime souvent avec dépression. Le mauvais temps approche et doit toucher la Polynésie ce week-end. Le Haut-Commissariat appelle à la vigilance. C'est une prime d'éloignement octroyée à tous les fonctionnaires d'État métropolitains qui exercent en Outre-mer. Et en Polynésie, le député Temat Eilegaïk veut la supprimer. Les syndicats demandent plutôt le même avantage, mais dans l'autre sens. Nous en parlerons avec le président de la Polynésie française, Moetai Broderson, qui est notre invité ce soir. Avec lui, il sera aussi question des ambitions touristiques du Fénois pour les mois à venir. Merci d'être avec nous. Nos enfants et leurs professeurs qui souffrent de la chaleur dans leur salle de classe. La situation est récurrente, surtout en saison chaude, car certains établissements scolaires ne disposent pas de la climatisation. Sur les réseaux sociaux, la publication d'une enseignante a beaucoup fait réagir. Immersion avec Melissa Chong dans 2 écoles de Punaoya et de Taunoa pour constater la différence. Regardez. 32 degrés, c'est la température quotidienne dans cette salle de classe. Seulement 2 brasseurs d'air pour 30 élèves. Très vite, les enfants s'agitent, se déconcentrent. Les enfants arrivent souvent tout transpirants et il est encore plus difficile de capter leur attention. Donc il est vrai que cognitivement, voilà, ça rajoute des difficultés au niveau de l'attention, de la concentration et du travail à faire. À Punaoya, 5 écoles sur 9 sont équipées de climatiseurs. Les écoles qui ne le sont pas encore figurent déjà dans une étude de confort thermique, mais cela demande une révision complète des bâtiments qui avoisinent les 20 millions de francs pacifiques. Reste donc le groupe scolaire de Punawai et de Atinu et Urilinui qui reste à traiter. Dans notre démarche, on s'est aperçu qu'il y avait de gros soucis sur le réseau électrique et on ne pouvait pas installer comme dans les autres établissements. Ce qui nous a valu de lancer une maîtrise d'œuvre qui, dans sa démarche, nous a préconisé, outre de revoir tout le réseau, mais l'installation d'un transformateur. Et aujourd'hui, les transformateurs sont difficiles à commander, il faut du temps. Il faut à peu près 5 à 6 mois d'attente. On répète les mots. Avec. Ici, à l'inverse, dans cette classe de CP, fenêtre fermée, la température affiche 24 degrés, des conditions d'apprentissage très appréciées des enfants et du corps enseignant. Parce que dehors, il fait chaud, ça nous aide à se concentrer. Ça nous met bien et comme ça, on arrive à travailler et bien écouter maîtresse. Le président doit plutôt acheter des clims pour les classes qui n'ont pas. Effectivement, il y a une différence puisque dans une salle climatisée, les enfants sont beaucoup plus concentrés. Ils sont là, ils sont à l'écoute, ça capte les apprentissages. On pense avant tout à eux, leur confort, ça leur donne envie de venir à l'école tous les jours. Il y a moins d'absence et puis ils ne se plaignent pas de la chaleur. Pour l'heure, les élèves qui souffrent de la chaleur sont encouragés à se rafraîchir au point d'eau pendant les récréations. Conséquence à venir, certainement un phénomène météo intense est annoncé sur la Polynésie à partir de dimanche. Un système dépressionnaire est en train de se former à plusieurs kilomètres à l'ouest du Fénois. Les autorités du pays sont en alerte. On fait le point avec Mérénie Gamblin et Mirko Vanfo. Il va peut-être bientôt falloir larguer les amarres. Depuis 13 ans qu'il accoste ici, l'équipage de ce bateau de pêche sait quoi faire en cas de phénomène climatique trop intense, comme celui attendu dès dimanche. Si ça se confirme, on va devoir bouger le bateau. Il est particulièrement exposé au vent et à la houle ici. Il y a quelques années, des vagues se sont infiltrées dans le restaurant juste là. Dans ces moments-là, c'est compliqué de sécuriser le bateau. Ici, à la Marina Teina, 896 bateaux, dont les corps morts, sont concernés. Le maître de quai veille au grain. Les propriétaires des embarcations sont avertis. S'ils peuvent donc quitter le poste
c'est la solution. Sinon, pour ceux qui ne peuvent pas, on demande de renforcer les amarres, de venir vérifier leurs bateaux qui sont en état, que tout marche comme les pompes de cale. Si le soleil brille ce mercredi, El Niño nous réserve beaucoup de pluie et de vent, notamment sur l'archipel de la Société et les Australes. Avec Tupa, il faudra peut-être abriter les pirogues. Et quand il y a du vent, plus à attacher tout ce qui peut voler. Mais c'est arrivé 2 fois depuis que je travaille ici. Donc grâce à la météo, on peut anticiper tout ça. Cette alimentation, principalement, donc alimente, vous voyez ici des zones plus orageuses qui sont ici sur le nord, et également au nord des Fidji. Et cette zone, c'est cette zone qu'on surveille particulièrement actuellement parce qu'elle va progressivement glisser vers l'est et donc progressivement concerner la Polynésie à partir du week-end qui vient. Elle est également favorable à la cyclogénèse. La cyclogénèse, c'est quoi? C'est la naissance d'un système dépressionnaire tropical. S'il n'en est pas encore question, cette saison est propice aux cyclones dans tout le pays. Pas de panique, mais restez vigilants. Ce chiffre, désormais 75 à 80% des fonctionnaires d'État travaillant au Fénois sont d'origine polynésienne. On vous en parle depuis le début de cette semaine. Le député Tematai Legaïk compte déposer un projet de loi la semaine prochaine pour supprimer l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires d'État métropolitains affectés au Fénois. Créée en 1950, cette prime visait à attirer des corps de métier sur des postes isolés géographiquement. Mais aujourd'hui, les syndicats sont fermement contre. Les détails avec Lucille Guichet et Jérôme Ly. Lana Tetuanui s'était cassé les dents sur ce texte en 2022 au Sénat. Tematai Legaïk refait une tentative par l'Assemblée nationale. Supprimer la prime d'éloignement des fonctionnaires d'État arrivant en poste en Polynésie. Mais alors, de quel montant parle-t-on ? 5 mois de salaire brut non indexé par année de poste dans n'importe quel territoire d'outre-mer, hors centre d'intérêt matériel et moraux. Selon nos calculs, la prime démarrerait à 1 300 000 francs par année en poste, limitée à 4 ans maximum, versée par l'État. Ça sera une économie pour réaliser pour l'État, ça, il n'y a aucun doute. Mais par contre, ça sera une perte d'injection dans l'économie polynésienne, il n'y a aucun doute là-dessus non plus. Tematai Legaïk souhaite la voir supprimée uniquement en Polynésie. Les syndicats dénoncent un affichage politique. Si on supprime cette prime ici en Polynésie, les autres territoires ultramarins vont le garder. Moi, je pense qu'il y a une rupture d'égalité de traitement. Qui est concerné par cette prime d'éloignement ? Selon le dernier recensement de l'ISPF et les syndicats, entre 75 et 80% des fonctionnaires d'État sont polynésiens. La prime d'éloignement concerne donc un peu plus de 2000 agents mutés. C'est de la fonction publique, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a des concours qui sont à obtenir, qui nécessitent en fait avant des diplômes préalables. Et parfois, effectivement, il y a des Polynésiens qui ont accédé à ces concours-là. Parfois, ce n'est pas le cas. Regardez la magistrature, par exemple. On a, je crois, un magistrat polynésien. Donc on serait bien embêté si on n'arrivait pas à attirer des magistrats métropolitains pour faire fonctionner nos tribunaux. Les fonctionnaires d'État polynésiens exerçant en métropole ne touchent pas, eux, de prime d'éloignement. FO demande la réciprocité. Il y a une rupture d'égalité par rapport à nos enfants maoris qui font leur carrière en métropole, qui n'ont pas droit à cette indemnité. Donc on trouve qu'il y a injustice par rapport à ce processus. Et donc je pense que là, c'est l'État qui doit garantir l'équité. Tematai Legaïk doit déposer son projet de loi la semaine prochaine. Il devra bénéficier de la majorité des voix pour espérer le voir adopté. Et c'est l'occasion pour nous de faire réagir notre invité du jour, le président du gouvernement, Moetai Broderson. Bonsoir. Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Cette proposition de loi visant à supprimer la prime d'éloignement octroyée aux fonctionnaires d'État affectés en Polynésie française, portée donc par le député Tematai Legaïk, est-ce que vous soutenez totalement la démarche ? Je soutiens la démarche et je soutiens également la demande des syndicats qui est de dire à un moment donné, on ne peut pas avoir une prime d'éloignement pour les fonctionnaires métropolitains qui viennent en Polynésie et ne pas avoir de prime d'éloignement pour les fonctionnaires polynésiens qui doivent se rendre en métropole. On parle bien des fonctionnaires d'État, ce qui est le cas aujourd'hui. On a une asymétrie qui n'est juste pas explicable. Alors on nous répond que quand on va en France, on ne s'éloigne pas, on se rapproche. Oui, bon. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que c'est souvent la double peine, puisqu'on a des gens qui ont des charges en Polynésie, qui doivent à nouveau se loger en France. Et aujourd'hui, c'est une situation d'inéquité.
Ensuite, quand on considère les territoires d'outre-mer, on ne peut pas tout ranger dans la même catégorie. Vous avez des territoires qui ont des problèmes d'attractivité, y compris avec cette prime aujourd'hui. Mayotte. On ne peut pas comparer Mayotte à la Polynésie. Mayotte, la Guyane, ils ont chroniquement des difficultés à attirer des fonctionnaires qualifiés chez eux. Je ne pense pas qu'on puisse nous ranger dans cette catégorie. Mardi, le Premier ministre Gabriel Attal a très brièvement évoqué les Outre-mer dans son discours de politique générale et de nombreux parlementaires ultramarins ont pointé cela du doigt. Ils assument ne plus rien attendre d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Mais est-ce que vous avez des doléances quand même ? Moi, j'ai beaucoup de demandes et j'ai beaucoup de partenariats avec l'État. On attend, comme tout le monde, la nomination du ou de la ministre des Outre-mer. Ministre délégué aux Outre-mer, peut-être délégué aux Outre-mer et à la mer. C'est une des possibilités qui est évoquée avec le nom qui revient très souvent d'Hervé Berville. Une candidature que personnellement je soutiens. Maintenant, on verra ce qui sortira, je pense, la semaine prochaine, quelle sera la décision du gouvernement. On peut ne pas être satisfait, mais on ne peut pas faire l'impasse sur le travail qui doit être fait de toute façon avec l'État et avec le ministère des Outre-mer. Un petit mot d'économie, Moïté Broderson. Cette semaine, devant le tribunal administratif, la Fédération générale du commerce n'a pas obtenu gain de cause sur le retrait de certains produits de la liste des PPN, les produits de première nécessité. Est-ce que vous, au niveau du gouvernement et du Conseil des ministres, vous prévoyez de réviser peut-être cette liste prochainement ? On prévoit de réformer la fiscalité en profondeur et de réformer les comptes sociaux en profondeur. Ce sera le grand chantier de cette année, un chantier qui va être mené avec un mot-clé qui est la concertation. Donc la semaine prochaine, il y aura une conférence de presse où chacun des ministres du gouvernement, mais principalement le ministre de l'économie et des finances et le ministre en charge de la PSG, et qui est également le ministre de la Santé, viendront décliner leur calendrier sur l'année des concertations qui vont être réalisées avec tous les acteurs de la vie socio-économique de notre pays et des sujets comme les PPN, mais aussi la TDL, et il y en a tant d'autres qui composent un peu ce puzzle fiscal qui est le nôtre. De l'autre côté, on a la PSG, les prestations, les cotisations. Est-ce qu'il faut évoluer vers une fiscalisation de la sécurité sociale ? Toutes ces grandes questions, on doit en discuter cette année parce qu'après, il sera trop tard pour infléchir le cap. Donc ça va être le grand chantier de cette année, ces deux réformes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, il y a une réforme également au niveau de la fonction publique et du droit du travail, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on fait le constat qu'il y a une baisse du nombre d'entreprises qui ont des salariés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait appel à des prestataires et c'est du salariat déguisé. Pourquoi les entreprises en arrivent là ? Les TPE et les PME vous diront toutes, parce que le coût du travail est trop élevé. Alors, et les charges sont trop importantes. Tout ça, il faut qu'on y réfléchisse ensemble, mais sans faux semblant. C'est devenu aussi une habitude de votre gouvernement, Moïté Broderson, le Conseil des ministres décentralisé. Aujourd'hui, il s'est tenu à Paea. Et parmi les décisions prises, le maintien des prix des hydrocarbures à leurs niveaux actuels pour le mois de février 2024, ou encore l'attribution de 3 subventions en faveur de la Fédération polynésienne des maisons familiales rurales, 98 millions au total. Il a également été décidé d'améliorer l'accès de la population à la pratique ancestrale de la circoncision. C'est peu commun et c'est surtout un acte non thérapeutique. Qu'est-ce qui est prévu exactement, Moïté Broderson ? Ce qui est prévu, c'est de rétablir ce qui a existé pendant des années chez nous. Mon papa a été infirmier à Huahine et pendant des années, il a fait... alors chez nous, techniquement, ce ne sont pas des circoncisions, ce sont des supercisions. Il en a fait des centaines et des centaines sans jamais qu'il y ait d'incident. Ce savoir-faire s'est perdu parce que du jour au lendemain, on a décidé que les infirmiers n'étaient plus capables de faire ces actes. Je peux comprendre que pour un hexagonal, ça puisse être perçu comme une mutilation, c'est pas quelque chose de culturel. Chez nous, c'est culturel. Nos garçons, ils traversent cette phase qui est un peu un rite au départ d'évolution dans la vie d'un jeune garçon, donc avec ce qu'on appelle le teiraure. Eh bien, nous voulons
finalement, quelque part, redémocratiser, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile et très cher. Parlons scolarité rapidement, Moïta Broderson, avec ce problème, le quotidien de plus de 300 élèves perturbés du côté de la côte Est, notamment eux qui se rendent à Hitia et à Taravo à cause de l'éboulement et la route coupée. Est-ce qu'il y a des alternatives que vous comptez proposer pour éviter le grand tour de l'île? Oui, de manière très concrète, demain matin aura lieu un test avec l'Aremiti. Alors au départ du quai, alors ce qu'on appelle le quai Kawen, je crois, donc qui fera finalement un saut de puce autour de l'éboulement, parce que c'est enfin pour ceux qui ont vu cet éboulement, c'est quelque chose de très très conséquent. Donc il faut prendre le temps de pas simplement dégager la route, mais de s'assurer qu'il n'y en aura pas d'autres des éboulements. Donc le temps que les travaux soient faits, on va expérimenter cette solution dès demain matin. Le ministre sera à pied d'œuvre, donc je le remercie, on en a parlé ce matin au Conseil donc des certainement une navette maritime à venir pour l'instant, c'est la solution qu'on a trouvée. Une solution provisoire, bien sûr. Hier soir, nous avons reçu le directeur général d'un important tour opérateur, Austral Lagon, tour opérateur français. Il nous réaffirmait qu'il manquait des chambres en Polynésie pour accueillir des touristes et surtout en saison haute. Écoutez cet extrait. L'Hexagone raffole de venir au Fénois, de sillonner les 5 archipels de la Polynésie. Malheureusement, on manque souvent de clés de chambres sur des îles comme Moorea, comme Wahine, Raiatea. Et cette année, nous avons jeté à la poubelle pour 1,5 milliard de chiffre d'affaires de clients qui voulaient venir en Polynésie et pour lequel nous n'avons malheureusement pas trouvé de disponibilité. Vous l'avez entendu, on aurait pu vendre pour plus d'1 milliard de prestations supplémentaires, mais il manquait des chambres. Quand est-ce qu'on aura ces nouvelles chambres? Alors, on va commencer à réouvrir des friches touristiques. Vous avez l'ancien Méridien qui a été réattribué et qui devrait, si les plannings sont tenus, pouvoir réouvrir avant les Jeux Olympiques. Vous avez également des friches touristiques, notamment sur Wahine, dont on envisage la réouverture. Vous avez d'autres friches touristiques qui sont en cours d'examen. Et nous aurons un grand appel à projet sur l'ensemble des friches touristiques, mais aussi des sites à haut potentiel touristique qui dépendent directement du pays, à peu près au mois de juillet-août. Et si on cumule tous ces projets, ça ferait combien de clés supplémentaires et sur quel délai surtout? Alors c'est assez simple. Si vous voulez augmenter instantanément le nombre de clés, la solution, ça s'appelle un bateau. Donc c'est de nouveaux paquebots. Il y en a qui ont annoncé déjà qu'ils allaient venir chez nous. Alors on ne parle pas des villes flottantes, on parle de paquebots à taille humaine qui sont adaptés. On ne parle pas du Icon of the Seas par exemple. Typiquement non. Mais vous avez donc des compagnies qui ont déjà annoncé donc de nouveaux bateaux qui vont venir chez nous. Ça c'est le moyen instantané d'augmenter les chambres. On observe depuis qu'on a changé le format de la défiscalisation, une augmentation des demandes pour les pensions de famille, et je crois que M. Elion de Villeneuve, que je remercie de son analyse parce qu'elle rejoint la nôtre, est d'accord pour dire qu'on a besoin de plus de pensions de famille parce que, notamment pour la clientèle européenne et française, c'est ce type de produit qu'ils recherchent. Ils vont peut-être faire une nuit en Overwater Bungalow, mais ils ne vont pas faire les 3 semaines ou les 2 semaines et demie de leur séjour sur des hôtels qu'ils ne peuvent pas s'offrir. Donc ils cherchent du 4 étoiles ou ils cherchent de la pension de famille. Et il faut aujourd'hui développer cette offre. Vous parlez beaucoup d'investissements sans défiscalisation dans le domaine du tourisme. Vous avez parlé de plusieurs investisseurs intéressés, notamment à Singapour. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous justement sur ces investisseurs? Écoutez, ce point, on pourra le faire ensemble, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait une équipe de votre chaîne qui allait suivre mon déplacement prochain au mois de mars à Singapour. Je rencontrerai à la fois les investisseurs institutionnels. Vous savez qu'il y a 2 fonds souverains à Singapour qui sont Temasek et le GIC, qui sont parmi les 2 plus gros fonds souverains au monde et qui sont intéressés par venir investir en Polynésie. Et on va rencontrer également les acteurs privés, donc qui sont susceptibles de venir investir, et je le répète, sans défiscalisation. À propos des Jeux Olympiques aussi, rapidement, puisque c'est le sujet du moment, notamment les travaux, la tension semble être retombée. Est-ce que désormais les projets avancent de manière sereine? Non seulement ils avancent de manière sereine, mais on est en avance sur le planning, donc ce qui est une bonne nouvelle, surtout quand on entend les perspectives météo là, qui vont peut-être du coup stopper un peu les travaux, mais on a pris de l'avance sur la pose de la passerelle, par exemple. Aujourd'hui, les forages sont complètement terminés et on a, je crois, posé les 2 tiers des plots. Donc, et pour la tour, plus de polémique aussi
En tout cas, localement, je pense que la polémique, elle s'est éteinte, que la solution médiane qui a été, et je tiens encore une fois à les remercier, qui a résulté du travail des associations et des concessions que Paris 2024 a su faire. Je pense que la solution médiane qui a été proposée, qui a été longuement exposée pendant plus de 5 heures, finalement a trouvé grâce aux yeux de la population. Une toute dernière question, Moité Broderson. 2 capitaines pour le navire TNTV. Carl Tefatou devient, d'après nos confrères de Radio 1, directeur général et Yves Aupert, directeur général délégué. Pourquoi ce double choix ? Parce que TNTV est aujourd'hui, à mon sens, et je crois que le conseil d'administration partage cette analyse, à la croisée des chemins. C'est un outil qui a été conçu il y a plusieurs dizaines d'années, à 25 ans, qui porte le poids de son âge et qui doit faire sa mutation. Alors cette mutation, elle doit se faire tout en préservant finalement ce qui fait l'âme même d'une télévision, un peu comme la vôtre, le métier de journaliste, la programmation. Ça, c'est une partie que Yves Aupert, et on lui reconnaît ce professionnalisme, possède. Il a également un vécu avec le personnel de TNTV, puisqu'il a exercé la fonction de directeur général il y a quelques années, au moment où il fallait réduire le format pour des raisons budgétaires. Donc il a traversé un peu cette tempête, il connaît bien le personnel, il est bien perçu par le personnel. À côté de ça, on a besoin de quelqu'un qui est capable de penser en dehors de la boîte, quelqu'un qui connaisse très bien le numérique, ce qui est le cas de Carl, qui a été délégué général à l'économie numérique pendant des années, et quelqu'un qui est capable justement de ne pas faire comme on a l'habitude de faire. Parce que sinon, si on réapplique les mêmes recettes, finalement, on va pas faire muter. En tout cas, selon vous, ce double choix se justifie. En tout cas, merci. C'est un duo de choc. Merci beaucoup, Moité Broderson, d'avoir accepté notre invitation ce soir. On le rappelle et on retiendra donc que plusieurs projets touristiques vont prochainement voir le jour, notamment la reprise de l'hôtel Méridien à Punaoya ou encore un projet hôtelier à Huahine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il était question de la 21e édition du Festival international du film documentaire océanien. Ce matin, dans l'invité Café, l'événement aura lieu du 2 au 11 février à la Maison de la Culture. Laura Théron, déléguée générale du FIFO, explique comment sont présélectionnés les films en compétition. On essaye d'avoir une variété tant dans la représentativité de l'Océanie, donc on essaye d'avoir des films qui viennent d'un peu partout dans l'Océanie, mais ça dépend aussi des films qui s'inscrivent. Et puis on essaye d'avoir différents sujets. Typiquement, on va éviter de choisir 2 fois un sujet identique sur la même zone géographique. Donc imaginons un film sur le nucléaire où les 2 seraient à Moruroa. On ferait un choix si l'angle de vue est le même. Par contre, si on a, et c'est le cas cette année, un film sur les essais nucléaires aux îles Marshall et un autre ailleurs dans le Pacifique, il n'y a aucun problème. Mais pour choisir les films, on s'arme surtout d'un comité de présélection pour les fictions et un comité de présélection pour les documentaires. Donc, ce sont des gens qui sont bénévoles, qui nous offrent leur temps. Dans ce comité de présélection, il y a des professionnels de l'audiovisuel et puis des gens de culture ou des gens des langues, des anthropologues, des sociologues. Et ça nous permet de composer un jury partial qui va choisir les films en fonction de leur sensibilité. L'information principale de ce mercredi 31 janvier en cette saison chaude, les conditions d'apprentissage dans les salles de classe non climatisées deviennent difficiles. Plusieurs enseignants font remonter le problème, mais en termes d'installation, chaque commune est compétente pour l'ensemble de ses établissements scolaires. Vous avez pu voir 2 exemples dans des écoles de Punaoya et de Papeete. Demain matin, en radio, il sera question de tourisme et du salon qui débute vendredi. Jean-Marc Mosselin, le directeur général de Tahiti Tourisme, sera l'invité café d'Ibrahim Ahmed Azi. À la télévision ce soir sur Polynésie la Première, après ce journal, le magazine de la rédaction Vevo, qui sera consacré à la marine nationale et à l'aéronaval au Fénois. À 19h50, un documentaire sur les marquises. Et à partir de 20h45, ce n'est pas affiché, mais il y aura un épisode d'une série documentaire sur l'instinct animal. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.